Alors bonjour, on m'a invité à venir parler de soigner avec l'hypnose. Donc moi je suis Mélanie Luigi, je travaille en réanimation polyvalente du CHU de Nice. Je devais venir avec une de mes collègues aides-soignantes, on a travaillé beaucoup ensemble là-dessus. Donc on déclare aucun conflit d'intérêts potentiel avec quoi que ce soit. Sabine qui n'est pas là. Moi, je suis infirmière depuis 18 ans dans le service de réanimation. On a fait plusieurs formations qui nous ont permis en fait de voir aussi les soins techniques différemment. Et notamment en 2017 pour moi, j'ai fait donc ce DPC d'induction en hypnose communicationnelle conversationnelle qui nous a permis petit à petit à entreprendre les soins différemment. J'y reviendrai après. On a bien vu aussi que depuis plus d'une vingtaine d'années, la priorité a été donnée sur la prise en charge donc, de la douleur des patients. C'est un référentiel dans la plupart de nos établissements de santé. Et pas mal d'études ont quand même rapporté qu'il y avait aussi un confort qu'il fallait prendre en charge et qu'il fallait en prendre conscience et que le patient devenait acteur de son soin. Et donc, il fallait prendre en compte en fait, la globalité de sa prise en charge. Ainsi, deux problématiques nous sont avérées importantes. C'était l'inconfort en réanimation et le stress post-traumatique lié à leur hospitalisation. C'est en effet, en fait, c'est lié souvent à l'hospitalisation. Tout d'abord, ça révèle un grand stress lié à son pronostic vital engagé et donc en fait sur sa santé et sur son organisme entier. Forcément, avec une surveillance accrue, les soins invasifs, on réalise en fait qu'on perturbe au fine le cycle circadien, et donc on augmente certainement l'anxiété, on peut augmenter in fine aussi la douleur. Donc nous, on a essayé de travailler un petit peu là-dessus. Les objectifs qu'on espère, c'est donc d'améliorer l'humanisation des soins, rendre les soins qualitatifs et individualisés, réduire l'anxiété des patients, réduire la douleur, et puis réduire progressivement certaines prises de médicaments liées à l'hospitalisation. Un peu d'histoire. L'hypnose vient depuis très très longtemps, de l'ancien temps déjà. Il vient du mot grec qui s'appelle hypnoïde et qui veut dire déjà s'endormir. Chez les Égyptiens, on retrouve sur des papyrus une phrase écrite régulièrement « Pose ta main sur la douleur et tu vas endormir ta douleur ». Donc déjà, il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Chez les Grecs, c'est plutôt sur des songes où ils vont dans des sanctuaires pour se défaire de certains maux. Alors, rien à voir avec des maladies où il y a besoin de chirurgie, plutôt des maladies de stress, de fatigue, où en fait ils ont besoin d'essayer d'aller mieux, et donc en fait ils essayent de vénérer et de se mettre en prière avec le dieu Axélipios, qui lui permet en fait par les songes d'arriver à essayer de passer avec eux et d'aller mieux après. Après, il y a plusieurs écrits qu'on retrouve au Moyen-Âge. Merci. Désolée. Après, des siècles après, on retrouve notamment en France deux écoles. L'école du professeur Charcot de Paris, la Salpêtrière, qui lui en fait a réalisé en fait que l'hypnose existait. Il l'a utilisée, mais plutôt comme un état pathologique chez les patients souffrant d'hystérie ou ou qui avaient une tendance à avoir des réactions en fait hystériques. Et donc il utilisait cette suggestion pour ça. Par contre, sur l'école de Nancy, à la même période à peu près, donc c'était 1850-1900, c'est avec le docteur Bernheim, avec la collaboration du docteur Liébaud, où eux, en fait, ils ont défini l'hypnose comme une suggestion qui permet, en fait, de travailler sur la dissociation et de permettre, en fait, d'endormir le mal. Bien plus tard, 1900,
C'est Freud qui fera état en fait de cet état hypnotique dans ses écrits sur l'inconscient, le subconscient et le conscient. Voilà. L'hypnose, elle a été validée bien plus tard, plutôt dans les années 2000, grâce notamment aux travaux du docteur Fémonville, qui, elle, a fait des travaux en mettant sous hypnose, en fait, ces sujets, et elle a validé, en fait, sous TEP, qui est un tomographie à émission de position, qui ont permis, en fait, de montrer que malgré que le patient soit immobile, en fait, il y avait une activation qui se faisait au niveau des cortex occipital, pariétal, préfrontal et singulaire, qui permettait en fait de montrer une augmentation de cette activité et qui permettait de se voir qu'en fait c'était lié à la mobilisation de la mémorisation, de l'image qu'on induisait pour faire la suggestion. Voilà. Et ensuite, sur le précurseur situé dans le cortex pariétal, lui par contre c'est plutôt une diminution parce qu'en fait ça permet en fait c'est lié en fait à l'environnement qui est dissocié en fait de l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est finalement une modification de l'état de conscience et c'est aussi défini par les différentes techniques que l'on peut utiliser pour ça. C'est ce qui permet donc à cet individu de modifier sa perception de son état ordinaire. L'hypnose, tout le monde ici a peut-être été fait une transe spontanée, c'est-à-dire qu'on lit un bouquin et puis petit à petit on s'endort sur son bouquin. Où on est, et ben ça c'est ce qu'on appelle une transe spontanée, on est un petit peu hypnotisé. Mais l'hypnose, et ça c'est ce qu'on nous a appris, c'est que l'hypnose peut être pratiquée et donc on a besoin par une personne qui est formée. Et ça s'appelle une transe induite. L'hypnose n'est pas du tout lié au coma, au sommeil profond, c'est vraiment plutôt dans l'éveil, la somnolence légère ou même la pleine. Voilà, l'hypnose est vraiment liée à ces trois précurseurs au-dessus, pas dans le coma ni dans le sommeil profond. On est vraiment sur l'éveil en fait. On modifie l'état d'éveil en fait. On est là, mais on n'est pas là, mais on n'est pas endormi. Donc, on a été plusieurs à être formés donc, dans notre service à l'hypnose au fur et à mesure. J'ai été dans les précurseurs en 2017. Et puis, petit à petit, en fait, on a mis en place certaines petites techniques, sachant que à plusieurs, on était expérimentés donc depuis quelques années dans nos services de soins de réanimation. On a essayé de rechercher donc une amélioration des soins et d'essayer de trouver une façon d'apporter autre chose en plus de tous nos soins techniques. On a participé aussi à pas mal d'études, notamment à l'étude de Chartres-IPREA, dont certains ont certainement travaillé dessus aussi, sur le stress post-traumatique récemment et sur le confort et l'inconfort il y a quelques années en arrière. Tout ça nous a confirmé qu'il fallait qu'on améliore notre prise en charge globale du patient. En pratique, c'est pas si facile. On a essayé donc en fait par petits moyens, en fait, c'est petit à petit sur certains soins, on a réussi petit à petit à faire des soins où quand on a des soins invasifs, de prendre le temps de faire de l'hypnose et pour permettre d'enlever un redon, pour permettre de faire un pansement douloureux. Ensuite, on a réalisé que cette pratique-là, elle n'est pas forcément facile tous les jours, vu la charge de travail, mais il y a d'autres façons de faire pour améliorer en fait le quotidien rapidement sans que les personnes soient bloquées dans la surcharge de travail. Donc on a créé aussi des petites formations, des petites informations au sein de notre service pour permettre de voir qu'en fait, il y a des choses faciles à faire sans être forcément praticien d'hypnose. Et ensuite, on a mis en place des petites affichettes dans notre service pour permettre de dire qu'il y a certaines façons de parler ou de ne pas parler pour améliorer en fait la communication. Aussi, ce qui est très important en fait à retenir, c'est surtout ce qui peut être facile à mettre en place, c'est la communication positive. C'est une communication bienveillante, positive, qui permet en fait de
prendre en compte en fait le langage qu'on utilise et d'essayer d'utiliser des mots plutôt positifs. Alors c'est quelque chose qui n'est pas si facile. Je vais vous mettre la diapo d'après. Je vous ai mis un comparatif entre ce qu'on dit souvent et ce qu'on devrait dire pour essayer, et ça ne change en rien. Par exemple, sur je vous pique, on le fait tous. Je vais vous piquer, c'est le moment. Forcément, la personne, elle va se braquer. Et en fait, juste d'expliquer qu'en fait, c'est pas mentir. C'est je mets une perfusion, je vais faire une anesthésie. En fait, parce qu'on met quoi? On met la perfusion pour pouvoir mettre des médicaments qui vont permettre après derrière d'avoir moins mal. Voilà. Par contre, c'est vrai que je vous pique, ça engendre déjà une douleur. Voilà. C'est des petites choses qui permettent en fait d'améliorer le soin sans que ça prenne du temps. La technique qu'on utilise, donc en fait, on est réellement 3 à faire de l'hypnose dans notre service. La technique qu'on utilise le plus, celle qu'on a appris et celle qui est facile à mettre en place rapidement, ça s'appelle la dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer en fait d'accompagner le patient. Donc moi, souvent, j'accompagne avec déjà la respiration. On va inspirer, souffler tranquillement. On va déjà prendre un rythme plus calme pour arriver à voir s'il peut être soumis et être réceptif à l'hypnose, parce que pas tout le monde est réceptif à l'hypnose non plus. Et ça, on s'en rend compte très vite. En fait, c'est d'arriver à capter en fait son attention. Évidemment, en fait, il faut être à plusieurs dans la chambre parce qu'en fait, pendant qu'on fait l'hypnose, en fait, il faut que les autres fassent le soin à côté. Voilà, c'est aussi, ou alors il faut avoir tout préparé en avance. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, il faut un minimum d'expérimentation dans son domaine pour arriver à se détacher des soins et se détacher de l'environnement. Donc on va capter en fait son attention pour permettre en fait de le faire sortir en fait de son environnement, tout en lui expliquant qu'il est toujours en réanimation, qu'il est dans son lit, qu'il y aura des bruits liés au scope, liés aux gens qui parlent autour de nous, mais qu'en fait on va l'amener dans un lieu qui va pour lui être évocateur d'un endroit sécuritaire. Alors en fait, soit il n'a pas de lieu, on va l'emmener nous dans un lieu qu'on aime bien. Ça peut être la plage, ça peut être la montagne, un lieu complètement neutre. Sans trop de, surtout sans, on l'emmène pas nous avec lui, c'est lui qui part tout seul dans un lieu qu'on aura induit s'il veut, ou sinon lui nous dit j'aime bien ça, donc on va l'aider à partir là où il veut. Et ensuite en fait on va le laisser là-dedans parce qu'il y a certains éléments qui nous permettent de réaliser que ça y est, il est hypnotisé, notamment on le voit au niveau des pupilles, au niveau du battement des cils, au niveau de la décontraction musculaire. Donc on continue à lui parler, à être dans l'intention de ce lieu évocateur, en lui parlant de sécurité, de confort. Et en fait, on arrive à faire les soins sans qu'il ne sente rien, ou pratiquement rien. On arrive à faire énormément de choses grâce à l'hypnose. Puis cette dissociation, en fait, la perception de la douleur, elle est effacée, en fait. Elle part ailleurs, et donc en fait, on arrive à continuer à faire des soins pendant un petit moment sans qu'ils ne ressentent rien, et ça c'est un bénéfice incroyable. Et donc en fait voilà, on protège donc de l'inconfort et de la douleur. En gros, on essaye donc de diminuer surtout l'anxiété. On n'a pas la prétention de diminuer la douleur, d'enlever les médicaments pour la douleur. On utilise la morphine, on utilise de l'acupuncture, on utilise énormément de médicaments, mais on se dit, en fait, dans toutes les études, et notamment une étude qu'on a faite au sein de notre service intramuros, pour un projet que je vais vous expliquer qu'on a continué à faire derrière, on a réalisé qu'en fait, c'est l'inconfort d'être dans un lit de réanimation, d'être avec du bruit, de la luminosité, le stress aussi lié à la réanimation, induisait en fait beaucoup d'anxiété. Et on a réalisé avec cette étude qu'on avait aussi des gens qui avaient beaucoup de douleurs, alors qu'on s'est dit quand même, on utilise des antalgiques, on est en 2023, comment ça se fait qu'ils ont mal? En fait, en induisant, en fait, avec l'anxiété, on potentialise certainement la douleur, donc en fait, on est parti sur d'autres idées derrière. Donc on utilise aussi beaucoup donc, pour diminuer l'anxiété, notamment pour la nuit. On va l'utiliser pour les gestes invasifs. On arrive même à l'utiliser en salle de déchocage
Si le patient est stable, on ne va pas le faire sur un gros choc hémorragique, hein. On va le faire sur quelqu'un qui est stable, qui finalement, on a le temps de poser des voies en attendant d'aller dans un lit. Bon, si on peut, la patiente elle n'est pas endormie, on va proposer ce soin si c'est possible. Et ensuite, en fait, tout ça en fait, va permettre en fait, d'aider à améliorer les soins. Par derrière, nous sommes que 3. 3, c'est pas assez dans un service d'une trentaine de lits. Donc en fait, juste avant le Covid, on a mis en place, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le projet Bulle Bien-être, qui nous a permis en fait d'essayer d'accéder à d'autres soins complémentaires, parce que l'hypnose ne suffit pas, parce que même si on a eu la chance d'avoir été formé par l'hôpital, et on a toujours des formations liées à l'hôpital, mais on n'est jamais assez, c'est toujours compliqué, il faut avoir du temps pour l'hypnose et tout ça. Donc on utilise l'hypnose, mais on a, grâce à ce projet qu'on a mis en place, récupéré en septembre 2022 un casque virtuel pour l'hypnose, où en fait on le propose. Donc c'est pareil, on forme, là pour le coup c'est très facile à former. On a formé, donc nous comme on était formés à l'hypnose, c'est nous qui sommes référencés pour ce casque virtuel, où en fait on a formé nos équipes de déchocage déjà, qui comme ils passent dans les secteurs, au moins ils pouvaient proposer le casque plus rapidement. On a expliqué en fait, parce qu'il y a des contre-indications chez les patients, l'hypnose est contre-indiquée chez les patients qui ont des séquelles neurologiques, qui ont des réveils agités, avec tout ce qui est neuro. Et nous, on est quand même assez spécialisés en neurochirurgie. Donc, il y a pas mal de patients qui ne peuvent pas bénéficier ni de l'hypnose, ni du casque virtuel. Donc, on a été plus loin dans ce projet Bulle Bien-être, où on a décidé de voir si on ne pouvait pas mettre en place ce qu'on appelle un chariot multisensoriel. En essayant de proposer de la musicothérapie, de la luminothérapie et de l'aromathérapie. Ce chariot a fini par prendre jour en janvier de cette année, au bout de 4 ans de travaux proposés, de questionnaires, d'études intramuros. On a eu un chariot qui est en partenariat avec le parcours patient, expérience patient du CHU de Nice. Et on a pu avoir une formation Snozelen qui permet de parfaire en fait ce chariot multisensoriel et qui permet en fait d'aider à éveiller les sens des patients. J'en sais des petites images de notre chariot. À côté de ça, en fait, on s'est dit, on rapporte encore quelque chose à notre équipe, qui, à cause de la crise sanitaire, du renouvellement très important de notre équipe, d'un épuisement physique et psychique, on s'est dit, on va leur ajouter encore un matériel à utiliser. C'était quelque chose qui nous importait beaucoup, en fait, parce qu'on s'est dit que c'est aussi un travail, et c'est quelque chose que les aides-soignants peuvent absolument faire. Et donc, en fait, ça a donné un sens encore plus à leur travail, en binôme avec nous. Et de ce fait-là, en fait, on s'est dit, pour arriver à rendre vivant en fait notre projet, on a essayé de faire comprendre que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de nous. Et donc, depuis l'année 2023, on a proposé des journées bien-être soignant dans notre service, qui parlent par plein de processus internes, en cherchant du monde. On a trouvé des profs de yoga, des sophros, la diététicienne qui a fait des cours, et on a proposé des soins individuels par le biais de connaissances, massage, esthétique et tout ça. Donc ça a permis en fait de voir le service autrement, de permettre d'améliorer la cohésion au sein de notre équipe et d'apporter physiquement et psychologiquement beaucoup de choses. Et derrière, pouvoir apporter plus de choses à nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup Mélanie, c'était vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on aura peut-être le temps pour une ou deux questions, puis peut-être s'il y en a d'autres pendant la pause, peut-être ça sera l'occasion d'aller discuter avec nos oratrices, orateurs. Est-ce qu'il y a une ou deux questions rapides? Moi,
Moi, j'ai des questions sur le masque de réalité virtuelle. Nous, on nous en a prêté un, oui, dans le service. Oui, oui. Et en fait, j'aimerais savoir comment vous l'avez mis en place, parce que nous, on l'a pas trop utilisé. Alors pareil, on a une personne qui est formée à l'hypnose dans le service, mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on utilise beaucoup. Et du coup, on avait ce casque, mais finalement personne pour le mettre en place. Donc, on l'a rendu, mais c'est toujours intéressant de savoir comment vous l'utilisez, concrètement. Concrètement, en fait, c'est la même façon que l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, on l'utilise pour certains soins, pas pour tous, et pour notamment diminuer une angoisse, quelqu'un qui a du mal à s'endormir. Donc en fait, en effet, pour que ça marche, en fait, ce casque, il faut que les gens soient formés. En fait, on peut pas mettre à quelqu'un un casque, n'importe quel programme, et lui dire allez, à tout à l'heure. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Faut l'accompagner, il faut l'aider à trouver, en fait, dans le casque, il y a plusieurs modèles. Chez nos patients de réanimation, par exemple, on sait qu'il ne faut surtout pas les emmener dans l'eau profonde ou dans les airs, parce qu'en fait, il faut les ancrer à ce qui est aujourd'hui et maintenant, les mettre dans une forêt, les forêts sur une plage, en fait, pour que ils aient un appui, en fait, et qu'on les envoie pas encore dans un monde où déjà ils sont un peu, ils savent plus où ils sont. Donc ça, c'était important à savoir. Et derrière, en fait, il faut l'accompagner. Souvent, le casque, vous avez une tablette à côté. Et donc, en fait, vous pouvez voir, en fait, au fur et à mesure, ce qu'il voit et ce qui fait qu'en fait, derrière, en enlevant le casque, vous lui demandez comment il a trouvé la séance. Souvent, en fait, nous, au début, le casque, en fait, il a un casque audio qui permet aussi, en fait, de complètement enlever les bruits autour. Et donc, en fait, on peut choisir la voix de la femme, une voix d'homme, une voix de femme. On a réalisé aussi qu'on pouvait ne pas mettre de voix, mais en fait, souvent c'est plus anxiogène parce qu'en fait, ils n'ont que l'image. Et en fait, ils attendent toujours quelque chose, même s'ils disent non, la musique ça suffit. Mais en fait, finalement, l'introduction avec une voix, ça permet vraiment en fait d'aider en fait à désangoisser, à respirer. Voilà. Donc en fait, vraiment, on l'utilise. Pour la plupart, pas pour la plupart des soins. Ce qui est important, c'est d'être en collaboration avec les médecins parce qu'en fait, avant qu'ils fassent un soin, notamment une pose de voix, faut avoir déjà mis en place ce casque parce qu'en fait, c'est pas en piquant qu'on met le casque, c'est en amont, avoir fait toute une préparation pour pouvoir ensuite derrière, voilà. Oui, puis les patients. Ouais. Est-ce que ça fonctionne sur les patients confus ? Eh ben non, pas l'hypnose. Ni sur les patients confus, ni sur les patients neurolésés. C'est pour ça que nous, on a avancé sur d'autres méthodes aussi soins complémentaires, puisqu'en fait, l'hypnose est quand même marche très bien pour beaucoup de patients, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Merci. De rien. Peut-être une mini-question, enfin question courte, réponse courte. Pour compléter la question, est-ce que ça marche chez les patients toxicomanes ? Oui. Qui sont en manque ou qui, Oui, en fait, ils vont tant qu'en fait ils ont une perception de là où ils sont tant qu'ils sont pas confus, en fait, complètement désorientés, mais ils peuvent être agités parce qu'ils sont douloureux, ils sont en manque, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut qu'ils aient une adhésion, en fait. Un casque, c'est compliqué à mettre sur quelqu'un qui va être très agité. S'il dit non, voilà. Et peut-être une dernière mini-question, après on va devoir rendre l'antenne, comme on dit. Déjà, merci pour votre topo très clair. Moi, j'avais une question par rapport aux malades qui sont très anxieux, notamment quand on leur met rien qu'un masque de VNI, ça les angoisse profondément. Alors, le masque de réalité virtuelle, je trouve ça génial, mais en pratique, pour des malades très anxieux, c'est compliqué. Et ma question, du coup, c'est est-ce que vous avez développé des applications sur le téléphone ou sur la tablette ou accessibles sur la télé pour que justement on puisse dépasser ce côté anxiogène et enfermant du casque, mais de pouvoir avoir un autre accès à l'hypnose ou à d'autres techniques? Non, on n'a pas encore développé ça. Grâce à la formation Snozolène, on a des applications qui vont nous permettre en fait d'avoir différentes topographies au niveau des musiques, mais
bon, on n'est qu'au début, donc c'est pour ça que j'ai fait juste une petite chose là-dessus, parce que voilà, c'était surtout sur l'hypnose. Le casque, c'est une très bonne chose en attendant, mais c'est vrai qu'en fait, plus il y a de personnes, en tout cas, qui comprennent en fait que l'importance de la communication positive. Le patient anxieux, vous lui mettez la VNI, 2 minutes avant, vous venez le voir, vous lui mettez juste la main, vous essayez de lui dire, je sais que vous avez du mal à respirer, on va juste se mettre à côté, on va respirer. Ça nous prend du temps, mais en fait, c'est du temps gagné après, parce que ce masque, il va l'enlever de toute façon du moment qu'en fait, il ne va pas le vouloir. Donc en fait, on a l'impression que ça prend du temps, mais finalement, on gagne sur la prise en charge derrière. Merci. De rien. Merci beaucoup, c'est un très beau message pour conclure. Merci Merci encore à vous. Mélanie. Merci.